Bonjour monsieur. Bonjour. Alors on va essayer de répondre à une question qui a été posée par un auditeur concernant les rêves. Est-ce que tu peux te lancer sur ce sujet? Oui, bien sûr. Oui, je me souviens. L'histoire du rêve, quand on parle de quelqu'un qui est éveillé, on parle de se réveiller par rapport à l'état de veille. Parce que l'état de rêve, c'est une chose, puis l'état de veille, ça reste encore un rêve en réalité par rapport à la réalité effective. Oui. On utilise cette analogie pour pouvoir comprendre le processus. Parce que là aussi, on rentre dans une impossibilité d'exprimer, puisqu'il y a quelque chose d'inexprimable. On parlait des mystères comme étant quelque chose d'inexprimable, mais non pas quelque chose d'incompréhensible. Il y a d'ailleurs là-dessus eu des commentaires aussi concernant le dictionnaire, etc. Il faut se rappeler que le dictionnaire, c'est pas quelque chose qui peut faire référence pour aller au-delà d'une certaine limite. Oui, parce que c'est vu d'une manière profane. Tout est vu. Ça reste dans le cadre du langage. Mais je veux dire, si on veut aller au-delà de ces considérations-là, pour savoir, il existe une possibilité de comprendre et de savoir, ça ne veut pas dire qu'il existe la possibilité d'expliquer ce savoir autrement qu'en cernant les choses. Voilà. D'ailleurs, on le voit, c'est ce qui rend incompréhensible à un moment donné les paroles et les attitudes des grands saints de l'histoire ou des sages. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui s'est produit, ils sont allés là-bas, puis tout d'un coup, c'est comme ci, c'est comme ça. Parce que tout simplement, il y a une partie qui n'est pas possible d'exprimer. Par contre, l'attitude de ces personnages qui a changé tout d'un coup dans tout ce qu'ils font, c'est qu'ils ont changé d'état. C'est cet état, en quelque sorte, qui est la véritable compréhension. Tu veux dire que cette vie que l'on vit, on la vit comme dans un rêve éveillé? Voilà, c'est ça. On vit ça comme un rêve par rapport à des données, c'est ce qu'on appelle justement l'ego, qui lui détermine les choses. Il fait son monde, il y a une forme de réalité dans tout ça. Simplement, la réalité foncière n'apparaît pas. D'accord. Au même titre que dans les rêves. Dans les rêves, on est en train de rêver. On peut rêver dans notre propre rêve, on peut être présent. On peut avoir une multitude de gens présents. Des gens qu'on connaît, des gens qu'on ne connaît pas. Il peut y avoir des milliers de gens, des paysages extraordinaires. En réalité, il n'y a rien de tout ça. On crée une image là, pendant ce temps qu'on est en train de dormir. On est bien d'accord. Alors il faut reporter analogiquement cette position à l'état de veille, c'est qu'on crée une image justement par rapport à la réalité. Donc le rêve par rapport à ce qu'on pourra appeler la réalité, c'est-à-dire le moment où on est éveillé, analogiquement c'est pareil entre l'état de veille et l'état de réveiller, de se réveiller. Quand dans le bouddhisme on parle de l'éveiller, dans toutes les traditions on parle de quelqu'un qui s'est éveillé. Voilà, c'est ça. Quand tu dis on crée des rêves, c'est quoi qui crée les rêves? C'est notre imagination, notre cerveau, c'est quoi? Ça, il y a tout un processus interne qui est après mis à contribution. Et puis, il y a, on pourrait dire, des idées reçues, comme dans un rêve. Quand on est en train de dormir et qu'on rêve, on rêve des choses qui font partie, en quelque sorte, des idées reçues. Tu vois, c'est des choses que l'on connaît plus ou moins, ou que l'on pressent, ou que l'on voudrait, etc. On crée un monde, on fabrique un monde. Tu veux dire que c'est toute une accumulation de données qui ont été enregistrées pendant l'état de veille éveillée qu'est la journée, et qui, pêle-mêle, s'entrechoquent là et s'expriment à travers les rêves de la nuit, quoi. Oui, mais entre autres, ça c'est entre autres. Il y a beaucoup d'autres paramètres, dans le sens qu'il y a toutes les influences de différents bords. Quand on a parlé récemment de personnages influents qui savent manipuler en quelque sorte l'état d'esprit de l'homme, là, ces influences-là se mettent à jour aussi dans les rêves. Est-ce qu'on peut considérer le rêve comme une soupape de l'inconscient? Oh, mais là, moi je ne vais pas rentrer là-dedans, on arrive dans la psychologie, moi Voilà. Je ne vais pas m'amuser à ce genre de plan, j'en ai déjà parlé, tu sais ce que j'en pense. Bah, on perd son temps avec oui, d'accord, mais c'est possible par exemple... Le problème il n'est pas là. Attends, excuse-moi, c'est possible par exemple d'extérioriser un malaise, ou je sais pas, à travers... Oui, on s'en fout, tu comprends ce que je veux dire? Non, mais tellement que
ça ne sert à rien. Le but de l'exercice de comprendre ces choses-là, c'est de savoir que, analogiquement, entre le rêve et l'état de veille, il y a exactement la même opération qui se fait entre l'état de veille et l'état de réveillé, en rapport à la vérité comme telle. C'est aussi paradoxal, parce que quand on est dans un rêve, on n'y est plein pot. On n'est pas en train de regarder puis dire « Ah tiens, je suis en train de rêver à ceci ». Non, on rêve et à un moment donné, on est dans un cul-de-sac, il n'y a plus de possibilité d'avancer, il n'y a plus de possibilité de respirer, on ne sait plus comment faire et tout d'un coup on se réveille. Hop, tout est réglé. Eh bien c'est exactement la même chose dans la vie, c'est que cet état de veille qui amène le monde à chercher, à essayer de comprendre, à tourner en rond dans 36 millions de trucs et que de toute façon il se casse les dents, parce que c'est pas possible autrement, tout simplement, puisqu'il ne s'agit pas de la réalité foncière des choses. Donc à un moment donné, poussé assez loin, tout d'un coup, il y a aussi une possibilité de réveil. Donc on peut échapper à toutes ces tribulations de notre existence en changeant d'état, c'est-à-dire en passant du rêve éveillé à l'éveil. Voilà. C'est pas échapper aux tribulations de l'existence, c'est pas ça. Parce que si tu te fais mal, tu continues de te faire mal même pour en éveiller. Le problème, c'est pas là, c'est la perspective des choses. C'est la manière, c'est de voir les choses pour ce qu'elles sont, et non pas pour ce que l'on en croit ou ce que l'on en juge, c'est pour ce qu'elles sont. Par exemple, si on veut donner un exemple, parce que c'est toujours des exemples qui sont relatifs, puisqu'on ne peut pas exprimer l'inexprimable. Quand tu vois un magnifique carrosse qui passe, tout sculpté, tout travaillé, un beau carrosse, etc., bon, les uns vont voir ces sculptures, vont voir ceci, vont voir cela, mais quelqu'un qui regarde les choses en profondeur, il va voir déjà avant tout que c'est du bois. Oui, tu l'avais fait, cette analogie. Voilà, mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu vois, ça n'apparaît pas. Ce qui apparaît, c'est toute la forme. Tu veux dire, ce qui apparaît, c'est la superficialité, finalement. On ne va pas dire superficialité, parce que ça ne va pas non plus. On va dire simplement la forme. Oui, d'accord. Et à part la forme, il y a l'essence même des choses. Il y a cette forme, elle peut changer, mais le fond ne change pas. Voilà. D'accord. Raison pour laquelle on parle de religion en disant que celles-ci, les unes et les autres, il y a une unité transcendante réelle, malgré la diversité d'applications. D'accord. Voilà. Alors, bon. les rêves ont quand même une valeur. Regarde, dans les religions, les prophètes ont eu des rêves prémonitoires ou de grands rêves. Donc, ça a quand même une valeur en soi. Oui, mais tout simplement déjà parce qu'eux, ils sont positionnés de manière à que tout ce qui leur arrive n'est pas banal. Mais on ne peut pas considérer chaque rêve qui nous arrive comme étant quelque chose de prémonitoire. Il faut faire attention parce qu'on s'empêtre là-dedans. Voilà, tu comprends? Oui. Et tu parles du prophète qui a eu des rêves prémonitoires, mais il a aussi apporté comme rêve, dans le rêve cosmique, il a aussi apporté, donc le Coran, la révélation de Dieu. Donc il était en rapport direct, aussi bien dans un rêve que dans l'état de veille, puisqu'il était lui-même réveillé, véritablement, dans le sens réel du terme. Réveillé ou éveillé? Oui, éveillé. Voilà. Oui, d'accord. Enfin bref, tout ça, c'est une chose, donc tu as bien à saisir, on en a déjà parlé, mais il faut bien le comprendre, il faut bien essayer de cerner ça, c'est tout un travail, ça peut pas avec c'est là où je dis tout le temps, c'est pas avec le raisonnement, bon le raisonnement tu t'arrêtes là quoi, comme celui qui parlait du dictionnaire, on va à l'encontre du Larousse, donc voilà, bon, faut rester alors dans le Larousse, mais il n'y a rien à chercher ailleurs, il n'y a pas de question à poser, si on pose une question, on la pose au Larousse, et puis le Larousse nous répond tout ce qu'il a à répondre, puis il faut s'en contenter. Mais souvent, de toute manière, qu'on le veuille ou non, il y a toujours une insatisfaction, donc il faut aller au-delà de ce genre de considération qui ne regarde pas le Larousse, il n'est pas constitué pour ça. Bref, voilà une chose. À présent, pour en venir à d'autres commentaires concernant des histoires politiques, c'est-à-dire politiques de dirigeants politiques qui sont ramenés systématiquement sur le tapis, là, style Chavez et compagnie, tu vois. Oui, ben c'est ça, pour en venir à ces systèmes
de société où apparemment le personnage qui fait des commentaires a l'air emballé par ces pays tels que la Libye, tels que le Cuba, je crois le Venezuela, sauf erreur, je me souviens plus bien de tous les coins. De nouveau, il faut voir à long terme d'ailleurs ce que ça donne, il faut voir exactement de quoi il en tourne. Ensuite de ça, s'il y a une possibilité que ce genre de procédé fonctionne vraiment bien, dans le sens que ça amène l'homme, chaque homme qui vit dans une société comme celle-là, va donc au-devant de la solution qui est la solution pour tout homme, c'est de retrouver en quelque sorte sa véritable origine, c'est le but de sa vie. Donc à un moment donné, s'il s'agit d'un procédé qui amène à ça, ça veut dire que de toute façon, il y a donc derrière toutes ces apparences une véritable autorité qui est d'ordre spirituel. Si ce n'est pas le cas, ça va inévitablement au-devant d'un fiasco, à plus ou moins long terme, qui prend plus ou moins telle forme ou telle autre, et ça ne peut pas aller autrement, pour des raisons qui sont toutes simples, c'est des raisons de principe. C'est comme en mathématiques, on ne peut pas appliquer les choses comme on veut. 2 et 2, ça fait 4, on dit oui, mais ça peut faire 3, 5, moi je dis que ça fait 3, 8. On peut tout dire, la réalité reste ce qu'elle est, indépendamment de tout ce que l'on peut en penser, en vouloir, s'exalter autour. C'est pas ça l'histoire. C'est qu'à un moment donné, il existe des règles fondamentales dans l'ensemble de l'univers qui fait que les choses tournent de telle manière plutôt que de telle autre. Alors tant mieux si ces gens-là ont réussi à trouver provisoirement un processus qui leur permet de vivre, mais déjà par rapport à la raison d'être de l'homme, on arrivait à vivre, tu vois, tout un peuple qui vit, il est armé jusqu'aux dents. Bon, ils sont armés chez eux, ils sont armés. Bon, il y a des femmes qui font de l'avion de chasse, qui font. Mais je veux dire, est-ce que c'est une réussite pour l'homme, ça? Non, pas vraiment. Alors que ça soit dans cette pétaudière qu'ils ont trouvé le moyen de contrer un mouvement qui, lui, est envahissant. De par ce bout-là, bon, évidemment, tu es attaqué, assailli par quelqu'un, et puis tu te défends, et puis tu utilises aussi des procédés, puis après, c'est à toi, à moi. Bon, moi, je veux bien, je comprends bien la réaction, elle est inévitable qu'ils aient réagi de cette manière-là. Tant mieux. Mais que ce soit un exemple véritable, qui permet donc d'amener l'ensemble de l'humanité à sa finalité réelle, ça ne peut pas faire. Ouais. On pourrait repartir à reconsidérer un homme comme Gandhi, qui lui a fait une révolution sans armes et avait donné un exemple précis de quelque chose où il était beaucoup plus loin que tout. Regarde les colonies où les choses se sont passées par les armes, ça n'a pas été mieux que les colonies où il y a eu un homme comme Gandhi, hein. Alors qu'il n'a pas sorti un fusil, ni un couteau, ni rien du tout, même pas une aiguille à coudre. Donc ce n'est pas là que ça se produit. C'est des rapports de force, ça se comprend. Moi, je comprends d'une certaine manière. Si on regarde ça sur un certain plan, bien sûr, tu es armé, tout le monde est armé, bon, venez vous chatouiller, on va pas se laisser faire. D'accord, tout ce que tu veux, mais j'entends que tu défends quoi, là? Tu défends un nationalisme. Alors un nationalisme, ça reste quelque chose qui n'a rien à voir avec véritablement l'origine même de l'homme. Oui, ou une idéologie. Etc. Donc tout est bien, mais je veux dire, ça n'a pas de rapport, en tout cas, avec les sujets traités en question. Ce qui est important de savoir, c'est comment les choses peuvent en arriver à cet état de conflit, pourquoi on est dans les conflits de toute façon. Et tout ça, il y a un processus qui permet de comprendre ça, et il y a surtout un processus qui permet de changer d'état, de façon à ce que ces choses-là apparaissent évidemment, parce qu'elles ne peuvent pas ne pas être vues, du moment que tu comprends les principes qui régissent l'ensemble de toutes ces possibilités. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement on vit un véritable cauchemar, puisqu'on parle de rêve? Oui, si on veut, mais ça reste après de nouveau subjectif, dans le sens qu'il y a des gens qui ont une nature où ils
sont contents de vivre quoi qu'il arrive, d'autres ils sont pas contents de vivre quoi qu'il arrive. Là on rentre dans quelque chose d'individuel. Mais il est vrai que si on veut considérer, on vit ce qui est appelé en Inde le Kali Yuga, le temps des conflits, l'âge de fer, c'est-à-dire qu'on vit la période la plus dure que l'humanité n'ait jamais pu passer. Malgré qu'on veut nous raconter que dans le temps c'était je sais pas quoi, dans le temps en question, ce qu'on connaît en général c'est le dans le temps des historiens, mais le dans le temps réel, c'est comme la signification du Larousse ou bien la signification profonde, c'est deux choses qui sont très très différentes. Voilà, d'accord. Voilà, je crois que c'est tout hein, sur le moment. Ok, bah écoute, voilà. On en reste là. Bah écoute, apparemment. Hein. Eh ben écoute, je te remercie. Bon, c'est toujours avec plaisir, il faut arriver à solutionner ce qui est solutionnable. Ouais, je voulais juste dire un truc, tu vois, quand on prend par exemple les gens, il y a beaucoup de gens qui prennent des neuroleptiques, des trucs chimiques avant de dormir et tout, et ça leur enlève le souvenir du rêve, tu vois. Ouais. C'est fou ça. Oui, oh ben tu sais, à un moment donné, pousser ce que la médecine, enfin la chimie a amené, elle a amené des choses qui peuvent rendre service. Mais j'entends, c'est toujours des jambes de bois, c'est jamais quelque chose qui rétablit l'équilibre. Le problème, c'est que quand tu prends ces substances-là, tu n'arrives pas à aller dans le sommeil profond, le sommeil véritablement réparateur, tu vois. Donc c'est un sommeil artificiel, tu vois, on parlait d'artifice, de monde artificiel. Les gens, ils dorment aussi d'un sommeil artificiel. Oui, mais c'est ça. De toute façon, on est dans l'artificiel jusqu'au cou, et c'est évident que ces produits, tout d'ailleurs intéressant qu'ils puissent être dans certaines situations, ça peut rendre un service. C'est comme la jambe de bois, ça rend service quand on a plus sa piote. La chaise à roulette aussi, toutes ces choses-là, c'est pas rejeté en vrac comme étant je sais pas quoi, mais de là à parler d'un progrès, non. Voilà, c'est tout. Une autre histoire. On invente au fur et à mesure des zizi-gougou qui nous permettent de supporter les maux qui viennent au fur et à mesure du temps. Et ça fait partie de la descente cyclique. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà.